La crise qui secoue le secteur agricole depuis quelques jours, notamment les cotonculteurs et le groupe Olam, est réglée. En effet, le gouvernement a conclu un accord avec les deux parties pour sauver la filière cotonnière. C'était à l'issue d'une réunion organisée par le ministère de l'Agriculture qui a abouti à plusieurs mesures en présence de la Société cotonnière du Togo, NSCT, et la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton du Togo. L'issue des discussions a apporté des résultats à l'instar du prix d'achat du coton graine qui est fixé à 300 francs CFA par kilogramme pour le premier choix et à 280 francs CFA pour le second choix. Ceci dans le but de garantir un tarif compétitif pour les producteurs. Concernant l'achat des engrais, le NPK-SB et urée 46% N seront désormais vendus au prix subventionné de 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Par ailleurs, un comité tripartite est mis en place regroupant le ministère de l'Agriculture, la Fédération des producteurs de coton et la SNCT. Son but est de superviser les questions stratégiques d'une part et d'assurer une coordination efficace au sein de la filière cotonnière d'autre part. Ces mesures arrivent à la veille de la campagne cotonnière 2024-2025, un moment où les producteurs de l'or blanc manifestent leur mécontentement en dénonçant une crise de confiance entre eux et le groupe Olam. 71,73%, c'est le taux de réussite des examens du baccalauréat première partie au Togo selon le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Dans les détails, 52,53% des candidats sont admis d'emblée avec un taux de réussite de 100% observé dans les deux lycées scientifiques de Lomé et de Kara. 19,20% des candidats à cet examen ont eu une moyenne d'admissibilité comprise entre 9 et 9,99. Que ce soit par des messages, via Internet ou par le biais des affichages dans les centres d'écrit, les candidats du baccalauréat première partie, session du 28, 29, 30, 31 mai et 1er juin 2024 ont chacun leurs résultats. Rappelons que ce baccalauréat première partie a vu la participation de plus de 90 000 élèves, dont plus de 41 000 filles et 49 000 garçons. Par ailleurs, le probatoire de l'année précédente a affiché un taux de réussite de 79,43%, avec une participation de plus de 75 000 élèves, soit une baisse de 7,7%. Après le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Togo se prépare-t-il à enclencher le processus de restitution de ses biens culturels? Même si rien n'est aussi sûr, la question vaut son pesant d'or. Depuis plus de 6 mois, un chercheur togolais du nom de Tofa Oriniko Maussé a entrepris de recenser les œuvres culturelles togolaises dans les musées allemands, selon les précisions de la chaîne Africa News. Je suis arrivé à Berlin il y a seulement 6 mois. Je suis encore jeune et je suis au début de mon travail. Mais j'ai recensé déjà au moins, bon, les chiffres ne sont pas exacts, mais je sais que nous sommes au-delà de 1500 vers 2000 objets provenant de l'ancienne colonie du Togo. Nous avons un tam-tam. C'est le tam-tam parlant de nos ancêtres. Le tam-tam qui est utilisé pour envoyer des messages aux communautés. Donc c'est un atumpani. Simplement un objet, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une vie, c'est un savoir que les gens vivent encore aujourd'hui. Pareil pour atumpani. Ces objets représentent les richesses de la culture togolaise. Ils ont été transportés à Berlin durant la période coloniale, soit entre 1884 année d'arrivée des explorateurs allemands au Togo, et 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Il faut rappeler aussi que des pays africains ont entamé des procédures de restitution de leurs biens culturels à l'étranger. Pour le cas du Togo, même si les objets sont reconnus appartenir au Togo, les communautés propriétaires ne sont pas encore identifiées. Un nouveau gouvernement de coalition qui ne fait pas l'unanimité. En Afrique du Sud,
L'ancien président Jacob Zuma s'est montré très critique envers l'alliance formée entre son ancien parti, l'ANC, et le deuxième plus grand parti du pays, l'Alliance démocratique. Même s'il n'apporte pas de preuves, Jacob Zuma dénonce des fraudes importantes. Comment est-ce possible qu'un si grand nombre de partis se plaignent du même problème? Il ne s'agit pas d'un seul parti qui déclare avoir été spolié, pas seulement le MK, mais plusieurs autres partis. Cela n'est pas anodin. Nous voulons que ce problème soit analysé par la justice. Celui qui a dirigé l'Afrique du Sud de 2009 à 2018 a refusé toute idée de collaboration avec son ancien parti. Désormais, c'est dans l'opposition qu'il veut faire entendre sa voix. Examinons les votes comme il se doit. Nous avons entendu beaucoup d'histoires sur la question des votes. Certains bulletins ont été brûlés. Sans même avoir écouté les déclarations des témoins, nous savons qu'il est indispensable de recommencer ce scrutin. Il faut organiser de nouvelles élections, ce n'est pas négociable. L'alliance des partis d'opposition a permis le maintien au pouvoir de Cyril Ramaphosa, alors que l'ANC a été fragilisée par le scrutin du 29 mai dernier. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, le parti a perdu sa majorité absolue. Au fil des ans, il a été fortement impacté par les différents scandales de corruption et peine à obtenir l'adhésion de la jeune génération. C'est la dernière des crises qui frappe le quotidien des Soudanais. Il y a déjà la violence de la guerre civile, les coupures d'électricité, les problèmes d'approvisionnement en nourriture. Et maintenant, c'est l'eau qui vient à manquer. Les grandes villes ne sont pas épargnées. Sans station de pompage fonctionnelle, pas d'eau. Ne reste alors qu'une seule solution, le stockage chez soi dans des jerrycans. Les propriétaires de véhicules l'ont bien compris et vendent ce service à un prix exorbitant. L'eau nous est acheminée par véhicule. 2 jerrycans de 10 litres chacun coûtent près de 1000 livres soudanaises. Et encore, c'est en dehors de la saison estivale, ce qui laisse supposer que les prix doubleront pendant l'été. Et la situation est encore plus compliquée pour les déplacés internes qui vivent dans des camps près des villes. Certains sont obligés de marcher pendant plusieurs kilomètres avant de réussir à trouver un point d'eau, et alors que les températures estivales frôlent les 50 degrés Celsius. Normalement, pendant l'été, les gens quittaient la ville. La consommation d'eau était donc plus faible et pouvait tenir 3 à 4 mois. Maintenant, avec les déplacés internes, la population a considérablement augmenté. Par conséquent, l'approvisionnement en eau risque de ne pas être suffisant, ne serait-ce que pour un mois. Avant la guerre, de nombreuses organisations humanitaires opéraient sur le territoire soudanais, notamment pendant les périodes de sécheresse estivale. Mais aujourd'hui, elles ont été contraintes de partir. L'eau n'est plus acheminée, ni traitée, ce qui risque aussi d'augmenter la prolifération de maladies et d'épidémies dans le pays. La police zimbabwéenne a procédé dimanche à l'arrestation de Jameson Timba. Cet opposant est le responsable de l'aile de la coalition des citoyens pour le changement, proche de Nelson Chamisa. Le porte-parole de la police zimbabwéenne a confirmé l'information tout en soulignant que 70 autres personnes ont été interpellées dans la foulée. Ces arrestations font suite à l'organisation d'un rassemblement interdit devant le domicile de Jameson Timba. Les manifestants sont aussi accusés d'avoir résisté pendant leur interpellation, provoquant des heurts avec les forces de l'ordre. La coalition des citoyens pour le changement, principal parti d'opposition au Zimbabwe, est divisée depuis en 2 factions rivales. La Tanzanie se dote de son premier centre d'opération d'urgence. Mis en place dans le cadre d'un programme de l'Union africaine, ce centre marque une étape importante dans le parcours du pays vers le renforcement de la résilience aux catastrophes. Ça va vraiment aider la Tanzanie à anticiper les informations sur les différents types de catastrophes, comme les inondations ou encore la sécheresse. C'est très important pour nous de pouvoir planifier des stratégies de prévention.
Mais dans le cas où une catastrophe se produit, nous pouvons récupérer et fournir des informations pour aider les personnes touchées à refaire leur vie. Pour préparer au mieux le pays au risque de catastrophe, le centre s'efforcera de combiner des données en temps réel sur les risques actuels et émergents avec des données sur les drames passés afin de publier des prévisions et des bulletins utiles. Grâce à la mise en place de la salle de crise, toutes les entités chargées de l'alerte, comme la TMA, le ministère de l'eau et le bureau du Premier ministre, seront réunies dans la même salle. Nous serons donc présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il sera très facile de transmettre les informations au département de gestion des catastrophes pour qu'ils prennent facilement des mesures pour la communauté qui sera en danger. Cette infrastructure devrait permettre au pays d'anticiper pour sauver des vies et préserver les moyens de subsistance. Prier au milieu des décombres. Dans le camp de réfugiés de Jabalia, l'Aïd al-Adha, la plus importante des fêtes musulmanes, est célébrée sobrement par les Gazaouis. Ces 8 mois d'une guerre meurtrière ont eu raison de toute forme d'allégresse. Cet Aïd est complètement différent. On a perdu beaucoup de gens. Il y a beaucoup de destruction. On ne ressent pas la joie des années précédentes. Il n'y a pas de sacrifice de moutons. Nous venons généralement aux prières de l'Aïd en nous réjouissant, avec des sourires partout dans les rues. Cet Aïd, je suis venue aux prières en deuil. J'ai perdu mon fils. Même ambiance plus au sud de la bande de Gaza, dans le camp de Bourej. Ici, les fidèles sont nombreux à s'être réunis. Face à l'adversité, la religion est un refuge pour la population gazaoui, à 99% musulmane. Notre peuple insiste pour glorifier ses rituels religieux et islamiques, et pour pousser un cri d'espoir et un cri de douleur face à ce qui est commis contre lui chaque jour et à chaque instant. Mais derrière la prière se cache la colère. Les Gazaouis se sentent laissés pour compte depuis le début de l'intervention militaire israélienne. Oui, nous sommes en colère. Nous sommes tristes. Il y a la guerre et nous sommes déçus par les nations arabes. Mais nous continuerons à vivre malgré tout et nous prendrons nos droits par la force, si Dieu le veut. Et cela pourrait être la dernière guerre avec l'entité sioniste. Au premier jour de l'Aïd al-Adha, il n'y a toujours aucune perspective de trêve à Gaza. Depuis l'annonce fin mai d'un projet de cessez-le-feu temporaire par le président américain Joe Biden, les négociations entre le mouvement islamiste Hamas et Israël sont au point mort. Depuis 5 mois, Samuel a trouvé refuge dans le camp de Boulengo, en périphérie de Goma. Originaire de Saké, il a fui la guerre comme tous ici. Et ce matin, il se rend au centre-ville, car il a trouvé un moyen de renouer avec sa passion, la danse. Toute la semaine, le Goma Dance Festival a proposé formation et spectacle. Chaque jour, le matin, je participe aux ateliers parce que c'est l'art que j'aime. Il arrive que j'ai un peu d'argent pour le transport à moto. Et quand j'en ai pas, je fais de la marche à pied. Participer aux ateliers me permet d'être en contact avec les autres. Il y a beaucoup de gens. Nous participons ensemble et j'ai l'espoir que ça va m'aider. Les 7 km de marche ne le rebutent pas. Parvenu à l'Institut français, il a encore toute son énergie pour suivre les conseils de la danseuse belge Samantha Mavinga. Ici, la danse hip-hop est reine, mais on peut voir aussi des danses traditionnelles ou du contemporain. La danse, c'est une thérapie, c'est une éducation qui apporte que du positif. C'est un art qui permet de s'exprimer. Peut-être qu'on ne peut pas s'exprimer forcément avec la parole, mais on peut s'exprimer avec le corps. Ça fait du bien, ça rend heureux. C'est que bénéfique. Donc, c'est aussi un moyen de faire la paix et de rassembler tout le monde, en fait. Le Goma Dance Festival en est à sa 7e édition. Il veut proposer aux jeunes talents locaux une opportunité d'apprendre et de se perfectionner. Il veut aussi travailler à sa manière pour la paix en dépassant les barrières.
Sur scène, on retrouve des jeunes du Congo, du Rwanda ou du Burundi et d'autres pays de la région. Ça me fait plaisir de réunir les gens qui viennent de différents horizons parce que moi, ça fait parmi les choses qui m'animent dans la danse. J'aime trop l'esprit collectif et avec tout ce qui se passe dans notre région où les gens ont été divisés, soit des conflits ethniques ou politiques, les guerres, moi, je n'ai jamais aimé ça. Là, les jeunes, ça fait une semaine, ils dansent ensemble tous les jours, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble et on ne voit pas qui est rwandais, qui sinon on voit juste des danseurs. Alors que le soir arrive, c'est le spectacle sur la grande scène, ou plutôt la battle, où chacun donne le meilleur de lui-même pour impressionner les autres. Une bataille pacifique et bienveillante, tout ce dont l'Est du Congo a besoin. Je vois que je suis heureux, mon corps également est heureux. Le stress de la guerre a disparu. Je viens de danser avec mes frères venus d'ailleurs. Mon rêve, c'était la danse. Je viens de danser, je remercie Dieu pour ça. Vraiment, je suis hyper content. Dans une province ravagée par la violence comme le Nord Kivu, le Goma Dance Festival offre un oasis aux danseurs et spectateurs, un répit dans un quotidien difficile.